Donc, merci beaucoup à Sandro pour son invitation à participer à ce workshop. Le caractère expérimental de la rencontre a été rappelé en introduction, mais je voudrais le souligner de nouveau, hein, que voilà, vous m'avez présenté ce workshop comme une expérimentation où il ne s'agissait certainement pas de présenter des résultats de recherche définitifs, mais plutôt d'explorer des pistes de réflexion, et c'est clairement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, quelques mots en préambule, justement, pour lever les malentendus et clarifier les choses. Donc, je tiens à souligner que je ne suis pas du tout une spécialiste de la Boétie, ni de philosophie politique. Je suis une philosophe, mais une philosophe des sciences, spécialisée dans l'épistémologie de la paléoanthropologie. Et qu'est-ce que je viens faire ici? Pourquoi mon intérêt pour ce workshop? Eh bien, parce que ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est notamment la question de la connaissance naturaliste de ce que l'humain est. Comment est-ce qu'on peut connaître, qu'est-ce qu'une approche naturaliste de l'humain par différence ou parfois par écho avec d'autres approches qui ont été développées dans la tradition philosophique. Donc, en rapport avec cette approche naturaliste de ce que l'humain est, finalement, l'objet principal que je vais discuter dans cette communication, c'est d'étudier les opportunités, les défis et les limites d'une connaissance naturaliste de l'organisation politique humaine, fondée sur le concept de servitude volontaire. Tout d'abord, puisqu'on m'a parlé aujourd'hui d'une approche naturaliste de l'humain et des formes d'organisation politique humaine. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par naturalisme ici dans cette communication? Donc, le naturalisme, au sens où je vais m'y référer aujourd'hui, c'est un effort d'intégration des connaissances issues des sciences de la nature dans l'étude des traits, des comportements ou des productions qui ont été longtemps considérées comme étant uniquement humaines. J'indique quelques références qui me semblent importantes pour comprendre ce qu'est le naturalisme en ce sens, mais il existe évidemment une bibliographie très, très vaste sur cette question, donc j'identifie ici trois ouvrages à titre d'exemple. Premièrement, l'ouvrage de John Dewey, paru en 1910, L'influence de Darwin sur la philosophie, où donc le philosophe John Dewey soulignait qu'à son sens, la théorie darwinienne constituait une révolution intellectuelle fondamentale, non pas seulement parce qu'elle modifiait le cadre théorique mobilisé dans le domaine de la biologie, mais qu'il s'agissait bien d'une révolution intellectuelle totale qui devait conduire à modifier la manière dont on pouvait appréhender des questions sociales, politiques, culturelles. Il s'agissait d'une modification complète de notre regard sur les choses, notamment parce que Darwin, c'était l'argument de Dewey, Darwin substituait un paradigme fondé sur l'idée de permanence, un paradigme fondé sur les idées d'évolution et de variation. Le deuxième ouvrage sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est un livre qui a été publié par Jean-Marie Schaeffer en 2007, qui s'appelle « La fin de l'exception humaine ». Et un livre en fait assez critique sur la réticence des sciences humaines et sociales à accepter ce nouveau paradigme naturaliste et à s'emparer des connaissances issues des sciences de la nature
qui nous offre désormais toute une richesse d'outils et de ressources pour repenser différemment l'humain. Et donc, vous verrez que c'est une question qui reviendra à plusieurs reprises dans ma communication, c'est-à-dire aussi la question de ces relations entre différents champs disciplinaires, les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales. Et puis, enfin, donc La silhouette de l'humain, un ouvrage publié par Daniel Andler en 2016, qui s'attache à caractériser donc, le naturalisme comme un programme de recherche commun aux sciences et à la philosophie, en s'appuyant notamment sur l'apport des neurosciences et des sciences cognitives dans cette nouvelle manière de penser l'humain. Alors, qu'en est-il de la politique et des formes humaines d'organisation politique par rapport à cette révolution du naturalisme, donc cette approche naturaliste qui se diffuserait de plus en plus et qui conduirait à repenser sur des bases nouvelles tout un ensemble de caractéristiques humaines? Bien, on pourrait, et Stéphano l'a souligné dans son introduction, hein, la politique semble rester dans l'angle mort de ce naturalisme. Donc, je cite ici l'ouvrage de Benoît Dubreuil, publié en 2010, auquel je me référerai largement dans mon exposé, qui souligne que les philosophes, les anthropologues et les sociologues développant une approche naturaliste ont exploré, entre autres choses, l'évolution de la musique, de l'accouplement, de la religion, de la race, de la parenté, de la moralité, de la transmission culturelle, de la coopération, de l'économie ou encore du langage, mais que en revanche, très peu d'attention a été portée à la question de l'organisation politique en tant que telle. Alors, comment expliquer que la politique soit restée aussi longtemps dans l'angle mort du naturalisme? Un élément d'explication se trouve très certainement dans le dualisme ancien qui a opposé la nature et la politique. Et donc, qui a rendu particulièrement difficile le développement d'une approche naturaliste des formes d'organisation politique. Donc, ce dualisme ancien trouve ses racines dans l'Antiquité grecque à travers l'opposition entre physis, la nature, et nomos, la loi. Donc, je renvoie ici au développement très intéressant de Marshall Salins sur cette distinction entre physis et nomos dans son livre sur la nature humaine comme illusion occidentale, où il retrace toute l'histoire conceptuelle de ces deux termes et de la manière dont cette opposition entre physis et nomos est construite dans la pensée grecque, notamment à travers la voie des sophistes. Donc, on peut penser notamment à l'usage qu'en fait Calliclès lorsqu'il oppose la nature où la loi du plus fort l'emporte, et la loi, les formes d'organisation politique qui, selon le sophiste Calliclès, sont là pour protéger les faibles. Cette opposition entre nature et politique se trouve également au cœur des réflexions dans une tentative pour articuler le passage de la nature à l'organisation politique sous la forme de la transition de l'état de nature au contrat social que l'on pense aux théories de Rousseau ou bien de Hobbes. Ce dualisme entre nature et politique, il est également donc un objet de réflexion
pour les philosophes et les anthropologues contemporains qui ont identifié une structure fondamentale de notre cadre conceptuel occidental. Je pense par exemple au travail de Bruno Latour, disparu récemment, sur les politiques de la nature, ou bien à l'ouvrage de Philippe Descola, donc Au-delà de nature et culture. Mais je voudrais préciser, donc ici, faire une précision terminologique, justement sur quel sens est-ce qu'on donne à naturalisme, puisque dans son ouvrage, donc Par-delà nature et culture, Philippe Descola donc, identifie plusieurs ontologies, plusieurs manières de voir le monde. Et donc l'ontologie occidentale, c'est celle qu'il appelle l'ontologie naturaliste. Et donc le naturalisme, au sens où le comprend Descola, donc désigne l'ontologie occidentale qui conçoit la nature comme ce qui est distinct de la culture et comme ce qui est distinct de la culture et des caractères distinctifs de l'espèce humaine. Donc là, il y a une petite difficulté, puisque vous voyez que le naturalisme pour Descola, c'est un naturalisme qui est fondé sur ce dualisme entre nature et culture, et donc aussi entre nature et politique. Donc, c'est un peu différent du naturalisme au sens où je voulais exposer d'abord, dire le naturalisme comme finalement une tentative d'englober l'ensemble des phénomènes humains à partir des connaissances issues des sciences de la nature. Même si on pourrait se demander dans quelle mesure le naturalisme au sens numéro 1, hein, cette approche naturaliste qui se diffuse de plus en plus, fondée sur l'intégration des connaissances issues des sciences de la nature, en quel sens ce naturalisme au sens numéro 1 s'inscrit dans le naturalisme au sens numéro 2, au sens de Descola, comme ontologie impliquant une séparation entre nature et culture. Néanmoins, je dois vous dire que à peu près à cette étape de ma réflexion, quand je préparais cet exposé, j'ai rencontré un problème que je n'ai pas vraiment réussi à résoudre, mais je pense sur lequel on pourra discuter tous ensemble. Et donc, d'où le titre que j'ai donné à cette diapo, naturaliser la politique sous l'égide de la Boétie. Est-ce qu'on ne ferait pas ici fausse route ? Et donc, ici, en fait, je me suis demandé dans quelle mesure il était vraiment légitime et fondé de comprendre la notion de servitude volontaire comme une seconde nature instituée par l'habitude. Donc, la question est importante puisque cette hypothèse est finalement l'hypothèse qui nous réunit tous aujourd'hui, puisque, voilà, est-ce que cet argument de la Boétie, il faut le prendre de manière littérale, c'est-à-dire, est-ce que, comme le suggèrent les nombreuses analogies entre le monde animal et le monde humain faites par la Boétie, la servitude volontaire apparaît comme une seconde nature due à l'habitude, ou bien est-ce qu'il faudrait se garder de prendre au premier degré cette analogie? Et est-ce que la Boétie ne nous présenterait pas ici l'argument du tyran? En fait, est-ce que cette analogie entre comportement animal et comportement humain, ce ne serait pas justement l'argument classique des tyrans dont nous devrions apprendre à nous méfier et à nous libérer? Est-ce que voilà, l'argument du tyran, et on peut penser ici aux arguments des sophistes comme Calliclès, est-ce que l'argument classique du tyran, ce n'est pas de dire, mais regardez, on peut domestiquer les humains comme on peut domestiquer les chiens? Alors, cette question d'interprétation du texte de la Boétie, elle a été notamment soulevée par Miguel Abensour dans un article de 2006 du bon usage de l'hypothèse de servitude volontaire, qui explique que cette
conception de l'humain comme animal domestique et non pas comme animal politique, au sens où Aristote pouvait le définir, relevait précisément dans le but de convaincre les gens que la servitude, de convaincre le peuple que la servitude est inéluctable. Et en ce sens, donc, si on fait l'hypothèse ou qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut prendre au premier degré cette analogie entre comportement humain et comportement animal, ou bien est-ce que la Boétie, en quelque sorte, vient tester aussi notre propre servitude en tant que lecteur face à ce type d'argument? La stratégie de la Boétie, donc selon Miguel Bensour, serait ainsi de détruire le discours tyrannique de l'intérieur en montrant que la servitude, loin d'être le fruit de l'habitude, s'établit à partir d'un changement soudain de la liberté vers la servitude. Et on peut donc ici s'interroger sur les concepts de malencontre ou de dénaturation que l'on trouve sous la plume de la Boétie. Et donc, il faudrait statuer sur déterminer leur statut, cette malencontre ou cette dénaturation par rapport à l'hypothèse d'une analogie entre comportement humain et comportement animal. Alors, en fait, cette question de l'interprétation du concept de la Boétie, en fait, on voit qu'il y a finalement deux manières, donc il y a deux interprétations assez différentes. Et si on suit ces différentes interprétations, on voit aussi qu'il y a des usages extrêmement différents et paradoxaux du texte de la Boétie. Et ce qui va nous intéresser, c'est que dans ces usages très paradoxaux du concept de la Boétie, la notion de nature va se trouver comprise dans des sens très différents. Là encore, je ne prétends pas du tout parcourir l'ensemble des interprétations, des usages de la Boétie. Vous verrez que je vais me concentrer sur deux exemples. D'une part, donc, là, c'est dans la continuité de la lecture proposée par Miguel Abensour, le concept de servitude volontaire a été inspiré ou a été repris par un courant qu'on peut désigner comme celui, ou une anthropologie d'inspiration anarchiste, donc qui, à travers le concept de servitude volontaire, met en question la légitimité du pouvoir politique. Donc, c'est notamment un célèbre représentant de cette approche, c'est Pierre Clastre, avec son ouvrage La société contre l'État en 1974, mais aussi donc, cette affiliation à la Boétie, elle est également explicite dans la postface que Pierre Clastre a écrite pour le discours de la servitude volontaire. Et puis, on la retrouve également dans la pensée, donc l'influence de la Boétie, elle est également perceptible dans les ouvrages de l'anthropologue James Scott, que l'on pense au livre donc, sur la domination et les arts de la résistance, fragments de discours subalternes, ou bien dans son ouvrage plus récent, traduit en français sous le titre Homo domesticus, une histoire profonde des premiers États. On trouve également, de manière peut-être plus surprenante, la Boétie comme finalement un prédécesseur ou un précurseur de ce que nous disent les sciences cognitives sur l'explication par la cognition sociale des formes humaines d'organisation politique. Et c'est le travail notamment qui a été réalisé par Benoît Dubreuil, dont j'évoquais déjà le livre tout à l'heure, qui se réfère, donc Benoît Dubreuil, ce qu'il essaye de faire dans cet ouvrage de 2010,
identifier des régularités au cours de l'évolution des hominines et donc de l'évolution humaine au sens large, identifier des régularités susceptibles d'expliquer les formes hiérarchie actuellement dominantes dans l'organisation politique humaine à partir d'arguments issus des sciences cognitives. Et donc, en expliquant comment la forme politique d'organisation, enfin la forme politique humaine peut s'expliquer par des mécanismes cognitifs et émotionnels qui se manifestent principalement chez l'humain dans la capacité à suivre des normes, à sanctionner ceux qui ne suivent pas les normes et à déléguer cette capacité de sanction. Ce que permet, puisqu'il reprend cette question classique du rapport entre forme d'organisation politique et taille démographique, enfin taille de la population dans la société. Donc, il explique que notamment la délégation, le phénomène de délégation de sanctions implique la création d'institutions politiques donc caractéristiques de notre espèce. Et donc, Benoît Dubreuil, donc, dans cette approche clairement ancrée dans les sciences cognitives, se réfère à la Boétie de manière explicite, au moins sur 3 points qui sont vraiment centraux dans son raisonnement. Donc, d'abord, ce qu'il désigne comme le problème de la servitude volontaire, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens acceptent la servitude alors qu'ils ne sont pas forcés de le faire. Ensuite, ce qu'il appelle donc l'effet la Boétie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est central en fait dans son raisonnement. Donc, le fait que la Boétie, écrit-il, a expliqué la stabilité des hiérarchies politiques en reliant la délégation de sanctions à la création d'une émotion de gratitude envers le supérieur. La gratitude encourage une forme d'impunité en inhibant la motivation à punir, la motivation à s'en prendre au supérieur. Et ce fait, écrit Dubreuil, est enraciné dans la nature de la socialité humaine et est essentiel pour comprendre l'impact de la division de la sanction sur l'organisation sociale. Une fois intégrés verticalement, ces réseaux de dépendance peuvent croître de manière exponentielle et c'est ce que la Boétie a expliqué de manière si puissante. Donc, ici, en fait, c'est cette fameuse pyramide du pouvoir et du contrôle social que Dubreuil vient chercher chez la Boétie et c'est vraiment, en fait, le point fondamental de son argument qu'il s'emploie à démontrer à partir de la cognition sociale. Et puis, enfin, donc l'argument de l'habitude que Dubreuil, c'est la troisième fois, la troisième manière dont il se réfère explicitement à la Boétie. Donc lui, vous voyez qu'il choisit l'interprétation en termes d'habitude comme seconde nature. À la Boétie faisait valoir que l'habitude est un mécanisme central qui sous-tend la servitude volontaire, contrairement à la lecture proposée par l'anthropologie anarchiste. Et on voit donc ici que la Boétie se retrouve au croisement de 2 perspectives complètement antagonistes. D'une part, et donc là, on voit bien en quoi la notion de nature, elle est vraiment au centre de cette divergence, de cette opposition. Donc, si on regarde du côté de l'anthropologie anarchiste, James Scott écrit qu'une question fondamentale qui sous-tend la formation de l'État, c'est comment est-ce que nous, sapiens sapiens, en sommes venus à vivre au milieu de concentrations sans précédent de plantes, d'animaux et de peuples domestiqués qui caractérisent les États. Si on prend les choses à partir de cet angle large, la forme État est tout sauf naturel ou donné. Et effectivement, James Scott, dans Homo domesticus, s'emploie à déconstruire ce grand récit de l'émergence de l'État. Au contraire, si on regarde du côté des sciences cognitives,
Dubreuil nous explique qu'il s'en tient à un agenda naturaliste qui consiste à montrer comment est-ce que l'État lui-même était une part de la nature, une part de notre nature. Mon objectif, écrit-il, est d'expliquer pourquoi l'État doit être au moins partiellement compris comme un produit de la nature humaine. Alors, je voudrais, là, dans la dernière partie de mon exposé, faire un petit pas de côté. Là, on a plus ou moins fait le tour de cette opposition entre deux lectures différentes de la Boétie et comment est-ce que le concept de nature avait un sens complètement différent dans ces deux approches. Ce que je voudrais maintenant faire, c'est finalement aller encore un petit peu plus loin dans cette divergence et montrer en quoi est-ce que notre lecture de la Boétie peut nous emmener, là encore, dans deux perspectives complètement différentes. Soit une perspective dans laquelle on va considérer que tout est naturel. Donc ça, c'est un peu finalement l'aboutissement total de ce programme naturaliste, c'est d'expliquer que finalement, on peut tout naturaliser. Et absolument toutes les caractéristiques qu'on pensait propres à l'humain ou spécifiques à la culture humaine peuvent en réalité être totalement expliquées à partir des connaissances issues des sciences de la nature. Donc, par opposition à une approche, je caricature un petit peu pour bien présenter cette opposition, une approche qui considérait que tout est politique, donc une approche qui serait celle, en tout cas, de certaines sciences humaines et sociales, que tout est politique et que, en particulier, ce qu'on nous présente comme étant naturel ou comme relevant d'une seconde nature, relève en réalité d'une construction sociale et politique. Et alors, du coup, on pourrait se demander, est-ce qu'on n'est pas... donc, et il s'agit, c'est vrai, vraiment d'un débat et d'un clivage toujours actuellement assez fort entre les sciences de la nature ou des sciences souscrivant à ce programme naturaliste et puis une partie, en tout cas, des sciences humaines et sociales. On pourrait se demander si on n'est pas ici passé d'un dualisme ontologique, celui que je vous ai exposé tout à l'heure, opposant la nature et la politique, à une dichotomie épistémique sur le partage des connaissances entre d'une part une approche biologisante, tout est naturel, et d'autre part une approche qu'on pourrait dire constructiviste, considérant que tout est politique. Est-ce qu'au niveau du temps, ça... D'accord, parce qu'en fait, j'ai pas le... Mais j'ai bientôt fini de toute manière. Ok. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de ce clivage-là que j'ai vraiment un peu dressé à outrance, présenté dans sa version la plus extrême? D'abord, on pourrait voir que revenir sur une première manière de négocier cette frontière entre nature et entre le naturel et le sociopolitique, qui a été toute cette réflexion sur la construction sociale des objets naturels. Donc, ici, je voudrais m'appuyer sur le travail du philosophe des sciences Ian Hacking, dans son livre la construction sociale de quoi? Alors, Ian Hacking n'utilise pas le terme de constructivisme, mais il utilise celui de constructionnisme pour analyser la manière dont des objets jadis considérés comme naturels, par exemple les maladies ou les émotions, en sont venus à être considérés comme des faits sociaux. Donc, ce qu'on croyait être entièrement naturel, on découvre que finalement, c'est au moins en partie le résultat d'une construction sociale. Et donc, voilà, on pourrait avoir l'impression que Hacking va nous dire que oui, finalement, tout est politique, tout relève d'une construction, mais vous allez voir qu'en réalité, son analyse est beaucoup plus fine et qu'il nous donne des outils dont on va pouvoir se resservir. Ce qui me semble intéressant, c'est que Ian Hacking, il distingue la construction
en fait, on peut lui donner deux sens. Soit la construction, c'est un processus, c'est quelque chose qui est construit, ou bien la construction, on peut la comprendre au sens d'un résultat. Le résultat, soit la construction, c'est le processus de construire, soit c'est le résultat de ce processus. Et c'est quelque chose, d'un résultat définitif. Et on voit bien qu'en fait, ça change complètement la manière dont on peut comprendre la construction sociale des objets naturels. Si on dit, par exemple, les maladies, on comprend la construction sociale de la maladie comme un résultat, ça semble beaucoup plus difficile à comprendre que si on comprend la construction sociale des maladies comme un processus dans lequel les catégories historiques, sociales vont contribuer à une conception en train de se faire, à la manière dont on perçoit que cette entité qu'est la maladie. Et cette distinction entre construction comme processus ou résultat, elle me semble intéressante pour en fait, dialoguer avec le programme naturaliste, avec par exemple les sciences cognitives, et pour comprendre que, à mon sens, il ne peut pas y avoir d'histoire naturelle, y compris une histoire naturelle de l'État, par exemple, ou des formes d'organisation politique, sans une certaine construction de la nature au sens d'un processus, et ce, même pour les sciences cognitives, en dépit de leur ambition, parfois affichée, à dévoiler des traits universels de l'esprit humain. Une deuxième manière de travailler cette frontière entre nature et politique, c'est d'aller non plus donc, des objets naturels considérés comme des faits sociaux, mais des objets sociopolitiques considérés comme des faits naturels. Ça, c'est le programme naturaliste, prendre des objets sociopolitiques pour les appréhender en tant que faits naturels. Alors, je voudrais juste signaler, il y a toute une réflexion chez des philosophes contemporains sur les problèmes suscités par cet agenda naturaliste. Je pense par exemple au travail d'Étienne Bimbenet dans le complexe des trois singes, qui montre les différents problèmes soulevés par la conception de l'être humain en tant qu'animal comme les autres. Et puis, le travail de Thierry Hoquet, donc un livre qui vient de sortir, Le nouvel esprit biologique, qui met en évidence les problèmes posés par la tendance justement à vouloir tout biologiser. Je soulève ici simplement quelques points problématiques à mes yeux dans la notion de nature telle qu'elle intervient dans ce programme naturaliste. Est-ce que quand on parle de nature ici, on se réfère à un processus, uniquement un processus d'évolution, donc une nature au sens biologique, ou bien est-ce que la nature à laquelle on fait appel conserve encore quelque chose de la nature comprise comme essence, comme une essence, et donc la nature de l'esprit humain qui permettrait d'expliquer ces formes d'organisation politique? Est-ce qu'on ne retombe pas finalement sur une conception essentialiste de ce qu'est l'humain? C'est paradoxal pour un programme dit naturaliste. Est-ce que naturaliser les institutions politiques, ce n'est pas toujours leur apporter une forme de justification ou de légitimité? Ça, c'est un argument qu'on trouve, par exemple, dans l'anthropologie anarchiste, qui, au contraire, va mettre en question la légitimité de l'émergence de l'État pour montrer, au contraire, sa grande contingence historique. Et puis, enfin, le caractère distinctif de l'humain, ou ce qu'on a pu appeler jadis le propre de l'homme. Dans quelle mesure est-ce que ça, c'est un obstacle, un défi pour un agenda naturaliste? C'est-à-dire que si on cherche à naturaliser entièrement l'humain, à rendre compte de ce qu'il est sur à partir exactement des mêmes mécanismes qu'on emploie pour le reste du vivant, est-ce qu'on peut rendre compte de cette manière-là de ce qui est
propre à l'être humain. Et c'est une difficulté d'ailleurs que Benoît Dubreuil rencontre. Il explique finalement, là, est-ce que ce n'est pas une limite du programme naturaliste? Est-ce qu'on ne bascule pas dans le monde culturel de l'humain et est-ce qu'à tout naturaliser, on ne passe pas à côté de la culture humaine? Et donc, vous voyez que dans cet agenda naturaliste, on retrouve ce dualisme ou ce clivage entre nature et culture. Juste, alors je vais faire une conclusion vraiment très centrée sur la Boétie et ce qu'on peut faire du concept de la Boétie dans notre réflexion actuelle. D'abord souligner qu'il y a des interprétations conflictuelles du concept de la Boétie. Et donc, cette question, savoir en quel sens la servitude volontaire est naturelle aux humains, elle me semble centrale. Donc aussi souligner que, en fait, au-delà de ce questionnement, ce qui me semble vraiment intéressant dans la démarche de ce workshop, c'est qu'on voit bien que l'intérêt, c'est pas seulement de relire des concepts anciens à partir des connaissances issues des sciences de la nature, ce que fait habituellement le programme naturaliste. Par exemple, l'esprit humain, ce n'est pas une entité métaphysique, c'est quelque chose qu'on peut comprendre à partir des sciences cognitives. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de relire les connaissances issues des sciences de la nature en s'appuyant sur des concepts anciens issus de la littérature ou de la philosophie, tels que le concept de servitude volontaire. Merci beaucoup à tous pour votre attention.